Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir je vous présente le premier podcast qu'on va faire avec Ophélie qui est totalement en live. Donc soyez indulgents, c'est un petit peu notre premier effet et notre premier test. Donc je rigole parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très proche de moi dans la vie de tous les jours. Donc on essaye d'être vraiment sérieux sur ce podcast. Donc le but de la création de ces podcasts, c'est de pouvoir parler de façon très très authentique de la vie des femmes, de la façon dont leurs épreuves et aussi leurs réussites les ont menées à ce qu'elles sont devenues. Donc aujourd'hui, j'ai Ophélie qui est avec moi. On va parler de son histoire personnelle. On va introduire ça de façon très simple. N'hésitez pas à prendre un café, à vous poser. C'est vraiment un podcast qui est lié au sujet féminin et qui va avoir clairement comme visée un public féminin. On va parler de sujets qui vont toucher les femmes, de la façon dont elles évoluent et de la façon dont aujourd'hui elles impactent le monde et notre société, car outre le fait d'être particulièrement féministe, je pense que la voix des femmes aujourd'hui est importante pour aussi affirmer des choses et confirmer des vérités. C'est ce qu'on va apprendre ce soir avec le récit d'Ophélie qui a dû aller prouver sa vérité aussi en tant que femme, en tant que maman et sous plusieurs archétypes qui sont très intéressants en tout cas et qui touchent la plupart de toutes les femmes. Donc on va commencer en introduisant Ophélie, je te laisse te présenter en quelques mots pour nos auditeurs avant de commencer ton histoire. Eh bien bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 28 ans, je suis née le 11 septembre 97 à Nice et je suis maman d'une petite puce de 6 ans, un bébé cadeau. Voilà, donc est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi ce bébé a été un cadeau et pourquoi sa venue a été aussi une belle surprise ? Alors sa venue a été une belle surprise parce que le 14 janvier 2019, j'ai eu quelques douleurs et j'ai dû me rendre en urgence à l'hôpital. Donc je ne savais pas ce que c'était. Et la gynécologue en fait m'a annoncé que j'étais en train d'accoucher. Et je n'étais au courant de rien. Je n'étais pas au courant de ma grossesse, ce qui s'appelle donc un déni de grossesse. Et du coup c'est mon petit cadeau tombé du ciel. Ok, c'est une belle histoire, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, le déni de grossesse. Ça touche aujourd'hui énormément de femmes, puisque ce n'est pas juste un effet psychologique, je pense. Aujourd'hui, on a de plus en plus de témoignages et de naissances qui se font de cette façon. Donc aujourd'hui, Ophélie, avec en tout cas cette épreuve, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi et l'impact aussi que ton environnement a eu sur toi dans la construction de ton parcours de jeune fille, de jeune femme ? Alors, moi j'ai commencé mon début de vie du coup avec mon papa et ma maman sur Nice. Ensuite ils se sont séparés, ma mère a rencontré du coup mon beau-père qui est actuellement le père de mon demi-frère. Et donc du coup j'ai dû bouger dans le 91 sur Paris. Et ensuite on a dû bouger pour le travail de cet homme-là dans le Loir-et-Cher. C'est là que j'ai fini, on va dire, un petit peu mon adolescence. Après, en ce qui concerne en tout cas l'environnement, j'ai toujours grandi dans un environnement très aimant, j'ai jamais manqué de rien, on a grandi avec de belles valeurs et beaucoup de respect en tout cas dans toute la famille. Ok, justement en parlant de valeurs, est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs dans ta famille qui ont eu une influence majeure ou impactante dans ta vie ? Est-ce que dans ton parcours personnel, peut-être des schémas se sont répétés dans les lignées aussi transgénérationnelles de femmes ? On en parle souvent aujourd'hui, en tout cas dans ce qui est ésotérique, de purifier nos lignées. Donc savoir, est-ce qu'il y a des choses ou des événements marquants qui ont influencé ta vie ? Déjà, il faut savoir que moi j'ai grandi surtout avec beaucoup de féminité puisque j'ai surtout été avec ma grand-mère et ma maman. C'est vrai que ma maman et ma grand-mère ont eu cette même lignée, je veux dire, avec les hommes. Pardon. Où malheureusement elles ont été trompées, etc. Où il y a eu beaucoup de violence aussi du côté de ma grand-mère. Et j'ai grandi, voilà, beaucoup avec cette féminité environnante, voilà.
Ok, donc c'est principalement des images très féminines qui t'ont influencé jusque-là dans tes repères aujourd'hui de femmes. Et donc, justement, on en vient à la question suivante. Qu'est-ce qui signifie pour toi être une femme aujourd'hui? Est-ce que ta maternité représente ta féminité ou tu te sens femme en dehors du fait d'être maman? Je sais que ça peut être une question bête, mais on en vient souvent à avoir du mal à mélanger les deux vies de femme et de mère au foyer de temps en temps. Moi, en tout cas, pour ma part, aujourd'hui, si j'ai autant de féminité, c'est parce que c'est par rapport à la maternité, parce qu'avant, j'avais pas du tout confiance en moi. C'est vrai que je savais pas trop où me situer. J'arrivais pas forcément à explorer mon côté féminin. J'étais beaucoup dans la masculinité quand même. Et à partir du jour où j'ai eu mon enfant, c'est là que je me suis redécouvert femme. Ok. Donc comme quoi la phrase est vraie qu'une femme devient mère ou je sais plus, il y a un très beau proverbe comme ça, faut pas que je me lance en live à faire ce genre de truc, que quand une femme devient mère, elle devient femme aussi. Donc je crois que c'est Simone de Beauvoir qui nous a dit ça, mais je ne suis pas sûre. Du coup, ma question aussi qui va en lien avec l'enfance, quels sont en tout cas les souvenirs qui ont marqué ta construction personnelle en enfance? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu influencer en tout cas aujourd'hui la manière dont tu te sens femme aussi? Oui, il y a des souvenirs qui sont très positifs. Mais il y a aussi des souvenirs négatifs où je me souviens que ma mère, c'est elle qui a toujours tout fait à la maison. Mon père n'était pas forcément présent. J'ai un souvenir assez traumatique aussi de mon enfance où j'ai supplié mon père de rester à la maison et au final il a préféré partir de la maison pour aller voir une autre femme. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte à quel point ma mère déjà était un exemple pour moi. Un exemple de féminité, une femme forte, une femme battante, une femme qui a toujours su tout donner pour ses enfants et pour elle-même en fait. Pour elle-même, donc c'est vrai que c'est grâce à elle aujourd'hui si je m'affirme aussi en tant que femme. D'accord. Et donc, en lien avec ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es sentie particulièrement fière de la femme que tu es? Oui. Il y a un moment qui m'a rendue très fière, c'est quand j'ai accouché de ma fille. Ça a été l'un des plus beaux cadeaux et c'est vrai qu'aujourd'hui, une femme peut le comprendre, une femme maman peut comprendre qu'à ce moment-là, c'est vrai que on est fier d'être une femme. Et du coup, là, on parle des femmes dans la globalité. Quelle place t'accordes à la sororité, à tout ce qui est du soutien entre femmes aujourd'hui en tant que femme? Est-ce que tu te sens à l'aise dans la communauté, on va dire, des femmes? Alors ça c'est une question un petit peu compliquée parce que oui en soi on a cette espèce de sororité entre femmes mais d'un autre côté on a beaucoup de concurrence aussi entre femmes alors que je pense on devrait toutes être soudées, on est toutes les mêmes à notre manière et aujourd'hui c'est important je pense qu'on soit unis et soudés entre femmes, qu'il n'y ait pas de concurrence, qu'il n'y ait pas de jalousie et on irait encore mieux. Ça, c'est vrai. Donc là, on va aborder la partie de l'interview qui est déjà un petit peu plus personnelle, puisqu'on va aller vraiment sur les moments clés et sur les leçons et les leçons qui nous ont appris nos valeurs de résilience en tant que femme. Donc, Ophélie nous parlait de cette petite fille. Je pense que la leçon est en lien avec cet enfant. Et donc, je te laisse nous expliquer quelle épreuve ou quelle leçon essentielle t'a forgé aujourd'hui. On va aborder après la façon dont tu y as fait face. Voilà. Alors pour répondre à cette question, c'est là où ça va être le plus long parce que je vais te le répertorier, enfin je vais vous le répertorier en 4 points. Donc déjà ça a commencé par le déni de grossesse qui a été quand même assez soudain, alors malgré que ça soit un très très beau cadeau. T'avais quel âge quand t'es arrivée? J'avais 21 ans. Ouais, en plus t'étais jeune, t'étais encore dans la construction de l'image de la femme. C'est surtout qu'à ce moment-là, je vivais quand même dans un 25 mètres carrés, dans un studio. J'étais encore dans mes études de BTS Management, donc c'était un peu compliqué, j'avais pas forcément l'argent pour. Donc ce qui s'est passé, c'est que lors de mon accouchement, en fait, j'ai voulu offrir le meilleur à ma fille. Ce n'est pas parce que je l'aimais pas, au contraire, mais j'ai accouché sous X. J'ai accouché sous X, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun parent reconnu et qu'elle va partir dans une famille d'accueil.
Et à partir de ce moment-là, on a 2 mois de rétractation pour voilà, choisir de récupérer l'enfant ou non. On m'a proposé soit de donner mon nom pour qu'à 18 ans elle puisse me retrouver, soit de rester anonyme pour toute sa vie en fait. Moi j'ai quand même décidé de donner mon nom. Suite à ça, moi je suis sortie de l'hôpital et j'ai tout de suite regretté mon choix. Donc au bout de 2 semaines, j'ai décidé d'entreprendre tout ce qui était dans mon pouvoir pour récupérer mon enfant. Ce qui s'est produit, hein, puisque 2 semaines, voire 3 semaines après l'accouchement, j'ai pu la récupérer auprès de moi. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai décidé de me remettre avec un ancien compagnon avec qui j'avais déjà eu une petite relation. Et on a décidé de s'en occuper tous les deux. Suite à ça, s'est passé l'accident fatal, on va dire. Donc à ces 3 mois, donc 2 mois après l'avoir récupéré, mon compagnon et moi, mon ex-compagnon pardon et moi, nous étions dans le studio, donc où j'habitais. Ma fille souffrant d'hyperextension, c'est-à-dire qu'elle raidissait tous ses membres, donc bras, jambes, etc. Ce jour-là, j'étais en train de préparer le biberon dans la cuisine et face à moi, du coup, mon ex-compagnon qui récupérait ma fille dans le lit en fait. Et au moment de la récupérer, ma fille a brusquement poussé ses jambes sur son torse et malheureusement lui a échappé des mains. Donc il a évité la chute au sol, il l'a rattrapée mais bien trop fort et à ce moment-là je n'ai pas été réactive. C'est-à-dire que moi je lui ai donné le biberon, donc sur le coup elle a pleuré, moi je pensais que c'était uniquement de la peur. Je lui ai donné le biberon, tout s'est apaisé. Et au final, le lendemain, j'ai dû me rendre à la PMI pour un contrôle de routine et ils ont aperçu donc 2 bleus sur le thorax. Et ils nous ont demandé de nous rendre du coup à Sainte-Mus pour une éventuelle coagulation du sang. Et quand j'arrive du coup à Sainte-Mus, on me dit que c'est pour une éventuelle maltraitance. Donc va s'en suivre 4 jours. C'est le direct. les joies du direct, j'avais oublié, excusez-moi. Du coup, va s'en suivre en fait 4 jours, 4 jours de comment on peut dire, où on va lui faire tout un tas de tests, donc de sang, des radios, etc. Et on a la fameuse surprise de voir que ma fille aura 5 côtes de cassé. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu un placement provisoire. Donc on m'a retiré mon enfant. Et on l'a placée dans une famille d'accueil. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'elle l'est placée et 6 ans que je me bats tous les jours. Et 2 ans après son placement, mon ex-compagnon et moi, on a dû passer devant un OPJ où on a été en garde à vue. Et quelques mois après, passer au tribunal correctionnel où on va être jugé. Coupables, tous les deux pour le même motif de violence volontaire répétée sur enfant de moins de 15 ans, donc sur mineur. Donc la peine primaire, c'était vraiment 6 mois ferme, 18 mois de sursis probatoire et 12 mois de sursis. Donc on va être en mandat différé, c'est-à-dire que c'est à nous de nous rendre en prison, c'est pas de suite. Donc mon ex-compagnon, lui, a été à la Farlène, moi j'ai été au Baumette. Après, j'ai juste un point du coup juridique sur cette histoire. Donc toi, t'as pas été, on va dire, prise sur un fait de flagrant délit. Donc les faits ont été jugés ultérieurement. Pour expliquer un petit peu le système de la justice française, en tout cas au niveau de ce qui est pénal et ce qui va être dans le correctionnel, vous avez différentes façons d'être jugé. Vous pouvez être jugé en comparution immédiate, ça veut dire que vous êtes placé ou envoyé devant un juge directement et que vous allez avoir une décision directe, ou dans le cas précis là, une plainte a été émise et l'enquête se suit sur plusieurs mois, ainsi aussi que le jugement. Ce n'est pas un jugement immédiat et la preuve en est que la peine de prison, la peine de condamnation peut être appliquée aussi quelques temps après. Donc moi, ma question, Ophélie, c'est pour revenir sur ce principe-là. Comment est-ce que toi, tu as vécu déjà l'accusation? Comment tu as réussi entre guillemets, à essayer de t'en défendre aussi? Et comment, à l'instant T, tu as vécu tout ce chaos émotionnel? Parce que ça fait beaucoup de choses d'un coup aussi.
Malheureusement, quand on est sur le fait, donc devant les juges, devant un tribunal complet, c'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte vraiment dans quelle situation on est vraiment. En fait, à ce moment-là, on ne réfléchit pas, on cherche vraiment à se défendre et à dire la vérité. Ce que la justice ne veut pas entendre, puisque bien sûr, ils s'attendent à ce qu'on dise ce que eux veulent entendre. Parce que clairement j'aurais dit ce qu'ils voulaient entendre alors que ce n'était pas la vérité, je n'aurais jamais pris cette peine en sachant que j'avais un casier judiciaire vierge. Parce que là, du coup, ce qu'il faut bien mettre en lumière, c'est que les condamnations qui ont été faites pour ton ex-conjoint et Ouais. les tiennes, vous avez été mis malgré que tu n'aies pas fait l'action, où tu as été jugé à même niveau Oui. que cet homme. Oui. Alors que moi, selon mon avocat, du moins j'aurais dû être jugée pour non-assistance à personne en danger. Ce qui n'a pas été le cas, donc on a été jugés tous les deux, en sachant que les juges et mon avocate n'ont jamais vu le dossier médical de mon enfant. Donc le dossier médical de Sainte-Mus n'existe pas, puisque même moi je n'ai jamais eu le droit de voir les radios de mon enfant. Oui, parce qu'après, du coup, je sais que dans certains cas, l'avocat, moi je sais que ça a été le cas pour les violences conjugales, a accès à un dossier médical si, bien sûr, qu'il y a des blessures. On a quand même un droit de visibilité aussi en tant que prévenu, je pense, sur les dossiers médicaux, sachant que là, c'est quand même ton enfant directement, donc tu devrais avoir un visuel. Donc je pense aussi que, et pour l'avoir vécu dans un autre contexte, la justice française a tellement de choses à bâcler que peut-être qu'on ne prend pas le temps de non plus essayer d'approfondir les choses. Et je pense que honnêtement la justice n'est pas faite pour les côtés humanistes. Non. Hein, c'est exactement ça ce qu'on attend de toute façon, c'est aussi une certaine forme de rigueur et d'application des lois. Et malheureusement la justice a une façon de penser très logique et très peu émotionnelle, quand bien même vous apportez des faits que vous vous défendez. Si, pour moi, hein, ça reste un avis, si l'idée majeure est de vous condamner, vous n'aurez pas la même façon de vous défendre si vous êtes prévenu et pas seulement victime. Là, pareil, comme dans ton cas, vous étiez à deux, en fait. Donc, quand la culpabilité doit se diviser sur quelqu'un, je trouve que la justice a beaucoup plus de mal à trancher sur qui a la part de responsabilité et, comme tu dis, ne devrait pas juger à l'ensemble, mais au cas par cas aussi, selon les faits qui ont été, en plus, j'imagine, relevés par l'OPJ aussi. En plus, oui. On a eu du coup ouais, on a eu des questionnements par un OPJ, les membres de notre famille qui ont été interrogés aussi. On a eu quand même pas mal de choses faites, mais en tout cas les preuves de ce qu'avancent les juges, on les comprend pas tôt, mon ex-compagnon et moi, et surtout la peine qu'on s'est pris quoi en fait, on s'y attendait vraiment pas. Et Alors du coup, pour nous résumer, toi, t'as pris donc de la prison ferme. On va pas rentrer dans les détails parce que ça reste quand même une vidéo où on garde son jardin personnel. Donc pour quelqu'un qui n'avait pas de condamnation, c'est ce qui est le plus surprenant dans cette histoire, c'est qu'avec un casier totalement vierge, tu es pris quand même... Bon, et après c'est mérité dans certains cas, je tiens à le redire aussi, hein. Voilà, les droits des enfants est très important. Là, qui plus est, c'est ça qui, moi, m'a le plus surprise dans ton histoire, c'est que ayant un casier vierge, tu es pris autant en peine et en ferme. Du coup, oui. Alors, bon, j'ai quand même fait appel à la décision. C'était qui tout double, parce que quand on fait appel, on sait très bien que soit la peine peut être doublée, soit complètement restreinte. Ce qui a été le cas pour moi. Du coup, elle a été restreinte, puisque je n'ai fait du coup que 4 mois sur 6. Et que le reste a été du sursis probatoire, qui s'est terminé l'année dernière. Voilà. Donc avec obligation de soins, obligation de travail, etc. Donc ça a été une période assez chaotique. Mais malheureusement, on est obligé d'y faire face comme on peut. Et surtout, mon enfant derrière, parce que c'est vrai que c'était une période où si j'avais pas eu ma fille, aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là à vous parler. Mais voilà, c'est ma fille aujourd'hui qui me tient pour tout. Et si je me bats, c'est pour elle. et oui, parce que du coup, là, ce qui est quand même assez intéressant dans ce cas-là, c'est que déjà d'une, c'est toi qui as dû en plus te rendre des années après
pour effectuer ta peine. Donc là, on fera peut-être un autre épisode sur la prison et les conditions aussi des femmes en prison. Ça peut être intéressant. Mais on se doute que ça a été des mois très très longs et difficiles, surtout dans le milieu carcéral qui est quand même assez compliqué vis-à-vis de la vie de tous les jours. Mais j'imagine que après ça, à la sortie, ça a dû être aussi pour toi l'occasion de faire aussi peut-être le point. Est-ce que comment tu as réagi face au moment de doute, face au moment d'hésitation aussi, parce qu'il faut quand même avoir le courage de se présenter devant ce juge quand vous savez que vous n'avez rien fait. Bon, pour l'avoir vécu dans un autre contexte, c'est très compliqué de prouver une vérité que vous connaissez et que on vous accuse à tort. J'imagine que ça a dû arriver à d'autres gens qui passeront sur ces vidéos. C'est pour ça qu'on en parle en tout cas en interview et de façon vraiment ouverte. Donc voilà, ma vraie question c'est comment est-ce que tu as fait dans ces moments de doute ou de remise en question, que tu étais seule dans un environnement qui était assez hostile, pour garder le cap en tant que femme. Quel est le mot, la qualité qui t'a permis entre guillemets de se dire ok, je tiens parce que... C'est la détermination, tout simplement. C'est la détermination, l'envie de prouver que le fait qu'on soit là, c'est pas normal. C'est pas normal parce que en soi, on n'a pas cherché plus à savoir ce qui s'était vraiment passé. Et encore une fois, je vais le répéter, et ça va être répétitif souvent, mais ma fille, en fait, tout simplement, c'est elle qui m'a tenue parce que je pouvais l'appeler une fois par semaine. À ce moment-là, j'avais les lettres de mon ex-compagnon aussi qui me tenaient, j'avais les lettres de ma famille, tout simplement, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à tenir. Donc détermination, vraiment, quand on est dans un lieu comme ça, c'est la détermination, sinon on ne tient pas. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, l'idée de savoir que tu vas aussi pouvoir sortir et recommencer une vie. Du coup, qu'est-ce qui t'a permis à l'heure actuelle, je sais que ça paraît con comme question, mais de retenir comme leçon vis-à-vis de toi en tant que femme, pas vis-à-vis du monde extérieur, mais comment est-ce qu'en tant que femme, tu peux retenir, quelle leçon tu retiendrais principalement? La résilience, le courage? Ouais, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, parce que j'ai vu beaucoup de personnes là-bas, et malheureusement, qui ont fait des choses oui, il y atroces, a ça aussi, voilà. Il y a l'atrocité des il y a l'atrocité, il y a les histoires qu'on entend tous les jours, il y a de la violence aussi, donc on est obligé d'être courageuse et de tenir en fait, parce que sinon on peut vite perdre les pédales là-bas. Bien sûr, et même les surveillants par exemple là, parce que toi t'es quand même inculpé à cette période pour violence infantile ou maltraitance sur enfant, est-ce que à ce moment-là ton comportement en prison te permet d'avoir un appui face aux juges la fois d'après où tu les as rencontrés par exemple? Est-ce que ton comportement, ils ont bien vu que t'étais pas quelqu'un qui était menaçante ou violente? Non, bien sûr, parce que même dans un milieu hostile, on va dire, j'ai toujours été la même personne. En fait, je me suis pas donné une image ou je me suis pas donné un genre. Je suis restée moi-même, j'ai juste pas raconté mon histoire. Et la fois suivante où j'ai vu les juges, j'ai fait comme la première fois en fait. Je n'ai pas changé. Ils ont vu que j'étais quelqu'un d'honnête. Je veux dire, je montre mes émotions. Je suis pas quelqu'un de faux. Voilà. Donc voilà, t'as pas faussé l'image qu'ils ont eu de toi, même à l'OPJ ou la première fois, et la seconde fois, la troisième fois et les autres fois. Ouais. Donc est-ce que aujourd'hui, je pense qu'on peut, dans ce contexte-là, parler d'accusation à tort, ou en tout cas à tort de défense, parce que quand même tu avais une avocate... sans preuve, c'est difficile de plaider aussi. Donc j'imagine que ça, la justice française, c'est pas un cas à part. Pour moi, l'avoir vécu d'autres faits, on est facilement accusable, mais par contre, on écoute très peu les versions, en tout cas, de personnes qui sont prévenues coupables. Oui. Voilà. On les écoute très peu. C'est quand même assez impressionnant. Et donc du coup, aujourd'hui, avec le recul par exemple, qu'est-ce que tu dirais à la Ophélie de 20 ans? Tu vois, genre, pas de 20 ans, mais encore plus jeune du coup, parce que toi t'avais déjà la vingtaine quand c'est arrivé. À la Ophélie de 15 ans, genre, qu'est-ce que tu lui conseillerais aujourd'hui dans ses choix? Et quels choix ont porté à une conséquence? Le problème, c'est que dans l'ensemble, j'ai raconté en fait un peu ce qui s'était passé avec ma fille, mais j'ai pas raconté aussi le niveau de toxicité que j'ai vécu du coup avec cet ex-compagnon. Oui, donc,
À cette femme de 20 ans, moi je lui dirais, fuis tant qu'il est encore temps. Voilà. Fuis tant qu'il est encore temps, et ça c'est un de mes plus grands regrets, hein, c'est que quand il s'est passé ça, j'aurais dû tout arrêter. Sauf que voilà. Il y avait l'emprise. L'emprise de cet homme en fait, de cet homme, c'était un pervers narcissique tout simplement, voilà. Bon alors ça, je tiens à le redire, il y aura beaucoup de vidéos qui seront axées en tout cas sur ce qui est des comportements très toxiques, des violences conjugales, puisque moi c'est les faits qui me sont arrivés. Donc c'est aussi pour ça que je commence ces podcasts, c'est pouvoir accorder aux femmes la voie nécessaire de guérir, non pas de dénoncer mais déjà de guérir. En dénonçant certains abus qu'elles ont vécus et à quel point la toxicité de certaines personnes dans nos vies nous influence aussi nos karmas quand on laisse entrer des personnes qui n'ont pas autant de maturité ou de responsabilité ou d'intelligence émotionnelle. Bon là c'est pas le cas en tout cas dans les faits qui ont été retenus contre ton ex-compagnon. Je pense que la question qui serait appropriée c'est comment lui a réagi en fait à ces accusations aussi, puisque c'était lui le premier concerné. Lui il s'en est toujours voulu, hein. Il a toujours dit que c'était de sa faute si aujourd'hui je ne vivais pas avec ma fille, il s'en est toujours voulu, mais malheureusement il a eu quand même une emprise sur moi où souvent il me faisait passer la faute dessus. Voilà, je peux pas dire mieux en fait, c'est comme ça qu'agit un pervers narcissique, et je me suis fait souvent rabaisser alors qu'aujourd'hui si je n'ai pas ma fille c'est à cause de lui. Ouais. Oui voilà, donc c'est quelque chose que toi, peut-être que lui a pu te reprocher des choses ponctuellement, mais c'est un temps encore bien différent parce que ce n'était pas son enfant, donc cette personne n'était pas en plus le père biologique de cet enfant. Donc j'imagine que la réaction émotionnelle est bien différente que aussi, si ça avait été le père de cet enfant, ça aurait été peut-être différent. Cependant, je pense que là où je peux te rejoindre, c'est sur le fait que oui, peut-être qu'à la période de la sortie, on va dire, de condamnation et donc de prison, vous auriez dû vraiment casser ce lien qui n'avait rien en plus, j'imagine, de très positif à la sortie d'une épreuve comme ça. Maintenant, je pense que le karma joue un rôle majeur dans ce genre d'événement et que chaque personne qui a la possibilité, et je le redis, de partir et surtout en sécurité, vous comprendrez pourquoi plus tard je dis, et j'insiste sur la sécurité, la nécessité de couper avec ces liens toxiques pour qu'elle n'ait plus d'influence dans votre vie présente mais surtout dans votre vie future. Ça c'est très important. Ok, du coup ça va être vraiment l'épreuve qui a formé la personne qu'elle est aujourd'hui, Ophélie. Aujourd'hui encore, on fait cette vidéo dans le but de partager sa vérité, parce que être accusé à tort de choses qui sont aussi graves, ça reste aujourd'hui un traumatisme, j'imagine, qui est difficile à intégrer, même si, comme tu dis, tu défends en tout cas ta vérité qui semble être la vérité. Il n'y a que toi et lui qui sait exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc voilà, est-ce que cet épisode-là de ta vie aujourd'hui, quel impact il a encore ? Et surtout, quel impact positif ? Je sais que la question est dure, mais il doit bien y avoir un positif là-dedans. Alors, du moins les impacts négatifs, du coup, comme tu disais, c'est les traumas. Voilà, j'en fais encore des cauchemars la nuit, je rêve encore de la prison parce que c'est pas un lieu où on rêve d'aller. En revanche, pour les effets positifs, ça m'a renforcée, ça m'a rendu beaucoup plus mature, ça m'a rendu... ça m'a donné encore plus envie de me battre, et aujourd'hui, voilà, tout ce que j'entreprends et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour mon enfant. Et je ne cesserai en fait en tout cas aujourd'hui je la protégerai quoi qu'il en coûte. Ok, donc là on va parler un petit peu plus des visions, des inspirations et du futur. Donc suite à cette épreuve, qu'est-ce qui t'inspire les joies du live. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui ? Je te parle en tant qu'inspiration, en tant que femme. Qu'est-ce qui aujourd'hui, quand tu marches dans le monde, t'inspire ? Alors, question un petit peu pas réfléchie du coup, parce que je ne saurais pas trop quoi te dire. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'être inspirée en ce moment, vu que c'est une phase assez difficile encore actuellement. Donc, pour le coup, je ne saurais te répondre, parce que je ne suis pas encore assez bien intérieurement pour avoir ces inspirations. En fait. Ok. Quels sont tes rêves ou tes projets pour l'avenir ?
Ah bah alors mon rêve, il va être très simple, c'est de récupérer mon enfant. Oui, bien sûr, on Voilà. s'en doute. Mais en tout cas, voilà, de fonder une famille, de- d'être une vraie famille en fait. C'est tout ce que je rêve, c'est mon plus gros projet, c'est vraiment de vivre comme toutes les mamans normales et de vivre ma vie avec mon enfant, qu'elle soit avec moi et qu'elle grandisse avec moi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, sans rentrer trop, bien sûr, dans l'intimité, mais aujourd'hui, tu vois ta fille une fois par semaine, donc, Ouais. plutôt de manière encadrée. Comment les liens se passent, du coup, avec cet enfant actuellement, sachant qu'elle a été placée assez petite? Comment le lien entre, justement, on parle des liens transgénérationnels et des femmes, aujourd'hui, comment déjà ta relation avec cet enfant se construit et quelles sont les choses que tu ne voudrais pas répéter? Alors, il faut savoir qu'au tout début du placement d'Ellie, du coup, elle a été dans une famille d'accueil qui l'ont un peu trop surprotégée et qui se sont pris un peu pour ses parents. Donc le lien n'a pas été fort de suite. J'ai pas eu forcément beaucoup de liens avec mon enfant. Jusqu'au jour où elle a dû être placée d'urgence dans une autre famille d'accueil. Et là, le lien s'est vraiment créé. Et notre lien est vraiment très très fort. Elle sait très bien qu'aujourd'hui plus rien ne lui arrivera, que maman elle est là pour elle. Même si encore parfois c'est très compliqué, ce que je peux comprendre puisqu'elle s'attache aussi à l'assistante maternelle, hein, l'assistante familiale pardon. Donc ça peut être encore compliqué, mais je sais que mon lien avec elle est plus fort que tout. Et quel genre de choses je ne veux pas reproduire qui s'est passé dans ma vie, c'est les nombreuses tromperies qu'ont vécu ma mère, ma grand-mère, et ça je sais que ça n'arrivera plus. Voilà, et du coup c'est la seule chose que je ne veux pas reproduire. Je ne veux pas qu'elle ait de violence dans sa vie, je ne veux pas qu'elle ait de... Voilà, comme mon ex très toxique, hein, je ne veux pas qu'elle se dise que c'est normal, au contraire. Oui, que ça fasse partie des repères émotionnels qu'elle a pu avoir plus petite. Exactement. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu voudrais transmettre, toi, à la génération de femmes qui arrive? Parce qu'il faut se dire que cette génération, attention, on en discutait aussi la dernière fois, va beaucoup moins être influencée par la toxicité masculine. Pourquoi? Parce que aussi notre tendance de ces dernières années, en termes de génération, les femmes sont beaucoup plus indépendantes et vont être beaucoup plus aptes à discerner rapidement les malfonctions, de la mauvaise éducation de certains hommes. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, pour moi, la femme déjà doit être très indépendante et ne doit pas compter sur le masculin. Parce que pour certains, il y a encore beaucoup de misogynie et de sexisme. Encore il n'y a pas très longtemps, hein, j'en ai vécu. Mais je pense que la génération, en fait, doit se protéger. Justement, doit se protéger de tout ce qui peut être toxique, parce que c'est vraiment un environnement pesant. Qui joue énormément sur le psychique et le physique aussi. Hein. Après, c'est ce que j'allais dire là quand tu as engagé cette conversation, c'est faut voir les répercussions physiques de la toxicité de certains liens qui peuvent avoir des effets très très néfastes. Oui, déjà d'une sur le corps, sur le psychique. Et ça, ce sera un thème de vidéo qu'on abordera aussi dans tout ce qui est l'aspect des violences. Et ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu as une cause ou un engagement qui te tient à cœur? Au niveau des femmes, hein, je te parle. Alors, au niveau des femmes... Les combats féminins. Moi, le combat féminin principal, hein, ça va être tout ce qui est tout type de violence, en fait. Puisque, voilà, encore une fois, j'ai été victime de pas mal de choses. Donc, moi, ça va être tout ce qui est violence conjugale... pervers narcissique, viol, etc. Je pense que ça, c'est important. Et je pense que les victimes doivent être entendues avant que ça soit trop tard, en fait, que la justice se bouge et qu'on prenne un peu plus au sérieux les victimes et pas qu'on défende justement les abuseurs. Mais de toute façon, cette justice est faite pour défendre malheureusement principalement les abuseurs. Donc, quelle est la chose que tu aimerais que les gens retiennent après cet épisode? Alors moi, j'aimerais qu'on retienne que malgré tout ce qui peut être sombre dans notre vie, si on a le courage de se relever, derrière, il y a toujours du beau temps. Toujours. Toujours un petit bout de soleil. Miss Météo, bonjour. Evelyne Deléa, bonsoir. Donc voilà, c'était en tout cas super agréable d'avoir cette conversation avec toi. J'espère que ça a pu aider le témoignage.
C'est le moment où on relâche un peu. Témoignage d'Ophélie, un grand merci parce qu'il a fallu beaucoup de vulnérabilité pour passer devant cette caméra ce soir. En tout cas, merci à tous et à toutes qui auront suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à envoyer en DM ou par mail si vous voulez participer à l'émission. On peut aussi la faire en stream, c'est-à-dire que vous restez chez vous et on crée un StreamYard où on peut avoir ce même concept d'interview. Le but étant aussi pour ces vidéos d'inclure différentes histoires personnelles qui font que les femmes aujourd'hui défendent des valeurs, défendent leur résilience et encore une fois leur vérité et puissent et se permettent de l'exprimer de façon ouverte, sans retenue et sans filtre. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de passer. On va faire un petit peu pas mal de sujets, tout ce qui est vraiment lié aux femmes, mais pas que. Leur façon d'entreprendre, leur façon de travailler, leur façon de progresser va être importante. Donc on va avoir aussi pas mal de petits vidéos types. On va essayer de faire des petites conférences où vous pourrez nous rejoindre. En tout cas, merci beaucoup Ophélie pour ta participation et on se retrouve très très bientôt. Merci à tous.